Bonsoir et bienvenue dans le débat parlementaire. L'Afrique subsaharienne est une région fortement exposée aux attaques terroristes. Au cours de l'année 2016, ce sont plus de 1450 attaques qui ont été perpétrées dans cette partie du globe. Selon le classement dénommé Global Terrorism Index, le Nigeria est le pays le plus exposé sur cette période dans la région et le troisième au plan mondial. En Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, on retrouve respectivement le Niger 7e et 20e mondial, le Mali 10e et 25e, le Burkina 14e et 43e mondial, la Côte d'Ivoire 18e et 54e mondial. Hier préservé sous l'ancien régime, aujourd'hui attaqué de tout pas, surtout dans sa partie nord. Le Burkina Faso, disons-le tout net, est dans l'œil du cyclone. Le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques régulières depuis le premier trimestre de 2015. Alors, comment concilier lutte efficace et manque de moyens pour contrôler le fléau? Pour en parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite, le député Mamadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du MPP, le mouvement du peuple au progrès, vice-président de la CODES, de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Exact. Et voilà. En face de vous, nous avons l'honorable Anissié Bazi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député membre de la nouvelle alliance du Faso, la NAFA. Et vous êtes membre de la CODEC, la Commission de l'environnement de l'Assemblée nationale. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question, très rapidement, 80 attaques en une année. Le bilan macabre est énorme et notre nord régulièrement attaqué. Est-ce que cela vous donne l'impression que cette région du pays échappe au gouvernement? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question. Bien que sensible, nous allons essayer quand même de dire ce qui peut être dit en public. Cette partie de notre pays n'échappe pas au contrôle du gouvernement. Mais il est évident qu'il y a quand même des soucis. Il y a des soucis et il y a des efforts qui sont faits qui font qu'il y a des incursions dans la zone. Ça déstabilise un peu, mais ils ne sont pas maîtres de la zone. Jusqu'à présent, c'est l'état de droit burkinabé qui s'applique dans cette zone. Vous avez dans la semaine pas moins de 3 attaques qui sont perpétrées dans cette région du pays. Oui. C'est pourquoi il y a la création du G5 Sahel afin que les forces des différents États puissent se mutualiser et pour faire attaque. Ces attaques viennent d'où? Ces attaques, nous savons qu'à l'origine, c'est parti des problèmes du Mali. Et qui s'étend petit à petit sur notre territoire. Comment faire face à des bandes armées qui débouchent sur notre territoire, frappent sauvagement et repartent aussitôt? Finalement, vous dites les attaques viennent du Mali ou c'est né suite à la situation au Mali? Tout à fait. Est né de la situation au Mali? Ah oui, absolument. Ok. Et ce n'est pas endogène, c'est pas... Oui, c'est un problème endogène, c'est vrai. Okay. Mais si on prend... Bon, on n'a pas le temps de faire l'historique de tout ce problème. On sait que c'est venu depuis la Libye, le Mali, et c'est à la suite du Mali qui tente d'élargir leur zone d'influence en s'étendant dans la partie sud du Mali, qui est notre nord aujourd'hui. Perpétré par des Burkinabés. Alors, Honorable Bazi, vous en pensez quoi? Merci de nous recevoir sur votre plateau pour parler d'un sujet aussi sensible que le problème de sécurité à travers vraiment les attaques terroristes que notre pays connaît. Et surtout par rapport à sa partie nord. C'est vrai, les attaques, elles ont commencé timidement, mais chaque jour que Dieu fait, et on continue de les suivre. Et maintenant, est-ce que il faut dire que la partie nord de notre pays est permanemment menacée? Mais face à cela, qu'est-ce que le gouvernement fait? Je pense que c'est ça vraiment la question qui nous intéresse. Alors, depuis la première attaque qui a été à Ouagadougou, je veux dire l'attaque de Cappuccino et des hôtels Splendides et Ibi, qui a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Morabitoun, toutes les autres attaques, sauf omission peut-être de notre part, n'ont pas été revendiquées. Est-ce que c'est-à-dire que la menace est plus endogène et cela se vérifie justement dans le dernier rapport de Crisis Group?
Vous avez justement répondu à cette question. Est-ce que la question est tout simple? Est-ce que l'État a-t-il laissé faire justement, a-t-il laissé ces groupuscules-là s'installer sur notre territoire? Vous savez, les mouvements terroristes, ils ne préviennent pas avant de venir s'installer sur un territoire. Et vous savez aussi qu'on ne peut pas éradiquer ce mouvement du jour au lendemain. Nous connaissons l'origine du problème en ce qui concerne la partie nord de notre pays, notamment le Somme, qui sont des problèmes pas liés véritablement à la religion, pas à l'islam. Madame Diko, il revendique, ou du moins il met en cause l'ordre social établi dans cette partie, sous le couvert de l'islam. Ce qui n'est pas pour les musulmans, les vrais musulmans savent que ce n'est pas la raison. Maintenant, je vais répondre sur une question que l'honorable a posée. Qu'est-ce que l'État fait? Bon, ok. Vous vous souviendrez que la dernière attaque, l'attaque de Capuchino, a fait trop de dégâts. Ensuite, l'attaque du café Aziz. Nos forces de défense et de sécurité ont mieux contrôlé la situation. Ça, c'est pas possible. On aurait pu éviter cette attaque. C'était possible d'éviter l'attaque. Aziz, Istanbul. À mon avis, c'était difficile. Les renseignements, il n'y a pas eu de renseignements. Il y a eu quand même une faille à quelque part. Une faille à quelque part. Un système de renseignement, il se met en place. Et il n'est pas opérationnel du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Finalement, le système de renseignement s'est cassé à un niveau. À quel niveau? Je ne vais pas faire l'historique des services de renseignement au Burkina Faso. Okay. Bon, je ne pense pas que ce soit mon rôle là. Et puis on est là pour discuter d'une question sérieuse. Il y a eu une situation où on avait l'ancien régime, on n'était pas attaqué. Et dès qu'il y a eu les événements d'octobre 2014, le Burkina a commencé à être attaqué. Donc il voit peut-être un accord tacite qui a été peut-être signé entre l'ancien régime et ces groupuscules qui opèrent dans le nord du pays. Bon, tout est une question de politique décidée au niveau de l'État. Okay. Soit négocier avec les bandits armés, ou refuser de négocier, comme notre pays l'a décidé, de ne pas négocier avec des bandits. Bon, voilà. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que le chef de l'État a eu raison de ne pas vouloir discuter avec des bandits. Okay. Je pense qu'il a tout à fait raison. Et quand il dit que cette situation est un peu imputable à l'ancien régime qui avait signé des accords avec les groupuscules armés? Vous comprendrez aisément que je ne vais pas essayer de polémiquer ou de discuter sur une déclaration du chef de l'État. Okay. S'il le dit, c'est qu'il a de bonnes raisons de le dire. Et nous savons aussi tous les efforts qui sont faits en ce moment pour essayer de lutter contre ce fléau. Honorable Bazier, justement, il y a eu beaucoup d'alertes. Il y a eu beaucoup d'alertes bien avant les attaques au Burkina. Il y a eu l'ancien Premier ministre italien qui était alors envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU qui disait, je cite, « Nous n'avons pas le choix, nous devons agir. Nous ne pouvons pas oublier le Sahel sous peine d'être confrontés à d'autres Mali. » Est-ce que la situation a été, je veux dire, n'a pas été prise au sérieux par l'État en ce moment, par le gouvernement d'alors? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport aux attaques que nous subissons, il faudrait de reconnaître que dès que nous avons connu les premières attaques, c'est un problème national que nous avons connu. Et personne n'est épargné. Quand la violence aveugle s'abat sur un peuple, il faut se dire qu'on ne sait pas qui on frappe. À tel enseigne que quand il y a eu les premières attaques, il fallait qu'on s'organise à l'interne pour essayer de voir comment il faut faire face à ces attaques qu'on ne connaissait pas. Mais dès les premiers instants, si vous avez suivi, non, au lieu de... On s'est mis à indexer X ou Y comme étant de connivence avec ces terroristes-là, alors que tout le monde sait aujourd'hui que le terrorisme, c'est un phénomène mondial. Et si, peut-être que si l'ancien régime avait fait le choix de négocier sans connaissance de cause, toujours est-il que c'est une question... C'était un bon choix selon vous de négocier peut-être avec les groupes qui sèment le... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'option qu'ils ont faite a permis au Burkina de ne pas être attaqué durant cette période. Et là, voilà pourquoi je dis non, ce sont des choix.
il fallait rebâtir sur cette base. Et je pense que l'État, quand on veut construire un État, on peut prendre ce qui est bon, puis continuer avec ça. On peut puiser dans tout le lot là ce qui est bon, et puis voir comment on peut l'améliorer. Mais changer brutalement de position, ce n'est pas évident. Et si on change de position, il va de soi que aussi on assume le choix que nous faisons. Finalement, pour ceux qui pensent qu'il y a une connivence entre l'ancien régime et les attaques perpétrées dans le Nord, est-ce que ce ne sont pas la conséquence justement des écoutes téléphoniques entre Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, et votre mentor Djibril Bassoli? Non, je ne pense pas. Et parlant de connivence entre Guillaume Soro et puis Djibril Bassoli, c'est des soi-disant même écoutes qui reste toujours un problème polémique entre les acteurs. Mais ce que je retiens de ça, retenons que le Burkina, ce n'est pas le Burkina seul qui est attaqué. Il y a des pays qui sont attaqués. Si nous nous occupons à la 14e place, comme vous venez de le dire, ceux qui sont attaqués, est-ce que là-bas il y a eu un problème d'écoute téléphonique entre un acteur et un autre? Donc, cherchons les causes réelles du problème pour pouvoir trouver vraiment les solutions qui puissent nous permettre d'endiguer le problème de terrorisme dans notre pays. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est comment ces groupuscules sont financés? Parce que la guerre aussi nécessite un coût. Oui. Soutenir l'effort de guerre, ça a forcément un coût. Il se trouve malheureusement que ces groupes sont financés essentiellement par du trafic. Le trafic de cigarettes, le trafic de drogue et autres. Et également par les rançons sur la remise des otages. Est-ce qu'il y a un moment dans cette région du pays pour que ces groupes-là arrivent justement à faire passer la drogue, les rapts et tout, ce qui s'ensuit? Il ne faudrait pas, quand vous analysez cette question, il ne faudrait pas vous limiter seulement au Burkina. Le Mali a combien de kilomètres carrés? Et le Niger? Quel est l'État, cet État-là, qui peut surveiller 1 mètre tout au long de ses frontières? Ce n'est pas possible. Et ceci est fait aussi en complicité avec certaines populations locales. Okay. Donc, il y a que la Mauritanie également reçu ce pari-là, de surveiller un peu ses frontières, l'Algérie également. Je vous le concède. Je vous le concède. Mais je crois pas. Je crois que le problème se pose en d'autres termes au niveau de ces pays-là. Et quels sont ces thèmes? Ah non, ça c'est. Je ne vais pas créer d'incident entre nous et la Mauritanie. On parle justement de cette situation dans le Nord où des groupuscules de personnes arrivent à gérer leur trafic et à se financer pour opérer des attaques dans le pays. Voilà. Comment sont-ils financés? Vous êtes des députés, vous êtes justement de la Commission de défense et de sécurité. Ce sont des aspects au moins que les députés sont au courant. Voilà. Tout à fait, les députés sont au courant de comment ils sont financés. Et les députés aussi jouent leur partition en votant des lois, en aidant le gouvernement dans toutes ses prises de décision pour pouvoir combler ce manque de moyens. Actuellement, nous sommes en train de travailler, et bientôt ça va passer à l'Assemblée, sur une loi de programmation militaire, du jamais vu depuis l'existence de notre pays, qui va coûter plus de 700 milliards. Ça, c'est un effort jamais vu dans ce pays, et qui sera fait. Autre chose, sur le budget de l'exercice 2018, le gouvernement a prévu combien? Plus de 176 milliards. C'est de gros efforts pour parvenir à mettre hors d'état de nuire ces bandits armés. Finalement, parlons justement des solutions qui puissent contrer justement ce flux. Est-ce que la solution militaire est la plus appropriée? Non. Il n'y a pas que la solution militaire uniquement. Tout comme un groupe politique seul ne peut pas régler la question. Cette affaire, c'est une question nationale. Et ça nécessite l'effort de tous.
en passant par la sensibilisation des populations tout au long de cette zone. Dans la partie nord de notre pays, et quand on va au-delà, au Mali, le but de ces bandits, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il n'existe pas de représentants d'État. D'où les massacres des postes de gendarmerie, les écoles, pour que ce soit un no man's land afin qu'ils puissent opérer. Et nous, au Burkina Faso, nous avons dit non. Oui, je pense que ce qu'il faut dire par rapport au financement même de ces terroristes-là, il faudrait de reconnaître que c'est là toute la question. À qui profite ce crime-là? Parce que quand on voit l'équipement que ces terroristes ont, la plupart du temps, nos armées n'ont pas ça. Où ils gagnent ces armes-là? Je pense qu'il y a une question centrale qui se pose à ce niveau et il faut travailler à comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, ces armes-là, ce n'est pas évident que ces terroristes-là aient les moyens même de se les approprier. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas des gens qui leur donnent ces armes et en retour, on va nous faire payer ça nous? Et en échange, on se rend compte peut-être qu'une arme qu'on donne à un terroriste, et le pays qui est attaqué en voulant faire face à ça sera obligé de payer le double. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est comme si c'est nous-mêmes qui achetons les armes même pour ces terroristes-là. Okay. Donc du même coup, je rebondis sur votre question à savoir, comment dirais-je, quand vous parlez de est-ce que l'action militaire est la solution? Honnêtement, ça ne peut pas être la seule solution. Parce que le terrorisme aujourd'hui, ce n'est pas des militaires qu'on voit pour combattre. Ils sont au sein de nos populations. Et là, pour trouver une solution à ça, il faut qu'on connaisse les vraies causes là. Pourquoi ces gens-là se manifestent avec ces comportements-là. Parce que si on n'arrive pas à bien cerner le pourquoi, il est difficile de trouver les solutions idoines à ce phénomène-là. Et quand on va plus loin, quand vous essayez de voir comment ces gens-là procèdent dans les solutions, parce que un terroriste, est-ce qu'il agit, c'est par la haine, c'est par manque d'éducation, ou bien c'est par la pauvreté, en quelque sorte. Et donc, pour faire face à ça, il faut que vraiment on arrive à maîtriser les causes réelles de pourquoi ces gens-là ont ce comportement-là. Peut-être que le programme d'urgence du Sahel peut-être est une réponse. Non, on va y revenir. Avant de poursuivre, je vais vous inviter à suivre la réaction du deuxième adjoint au maire de Dori Boubacar Cissé. Voilà un bel exemple justement de surveillance justement pour protéger un peu les populations de sa localité. Suivant. En tout cas, au niveau de Dori, nous faisons de notre mieux dans la communication, la sensibilisation. Et vu les effets qui se passent ainsi dans le Sahel, tout le monde a conscience actuellement que personne n'est à l'abri. Ça fait que dans les mosquées, dans les églises, nous avons vraiment assez de gens qui ont pris la conscience de pouvoir signaler à tout prix des personnes étrangères qu'elles ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, soit dans la mosquée, soit dans l'église, ou même dans la rue quand vous rencontrez quelqu'un de suspect. Bon, les forces de l'ordre sont vraiment aptes à vous recevoir, même si c'est des coups de fil par anonyme comme ça, et vous indiquer, ils vont aller juste jeter un coup d'œil, identifier la personne. Et je pense que c'est un phénomène qui est très bien, qui permet à tout le monde d'être en sécurité. La sérénité revient parce qu'au début, avant que nos forces de l'ordre montent sur le terrain, je pense qu'il y avait un peu de force quand même. Mais actuellement, à Dori, vous ne passez pas, en tout cas 3-4 mètres comme ça, sans quand même rencontrer quelques hommes de tenue. Et nous voyons aussi des véhicules venus de Ouagadougou qui traversent avec nos militaires pour partir nous défendre à la frontière. Ça nous donne beaucoup de courage et ça. Voilà pour la réaction du deuxième agent au maire de Dori, Boubacar Cissé. Alors, mes honorables, est-ce que le système des initiatives locales de sécurité, ce qu'on appelle les COVLEGO, signaler toute personne suspecte qui arrive justement dans la localité, est-ce que cela peut prospérer ou aider justement à résoudre cette question de terrorisme? Absolument. Les COVLEGO, c'est culturel. Les COVLEGO n'existent pas
dans toutes les régions. Dans la partie ouest de notre pays, c'est les dozos. Il y a des endroits où il n'y a pas ni dozo, ni autre chose. Mais ce qui est entrepris, c'est qu'on a commencé déjà depuis un moment une sensibilisation tout au long de cette zone-là pour signaler tout mouvement suspect, un contact permanent avec les leaders d'opinion afin d'informer les forces de gendarmerie. Quand il y a eu l'attaque de Guibasso, je me suis rendu sur les lieux pour aller reconforter la gendarmerie et les douaniers qui ont été frappés. J'ai rencontré les populations. Mais il se trouvait malheureusement que ces bandits, pour moi ce sont des bandits, ils les voyaient venir rentrer, faire le marché et repartir. Mais il est évident que cela ne pourra plus se produire. Dès qu'ils voient un mouvement suspect, les forces de sécurité seront informées. Et ça pourra, en tout cas, mettre à mal tous les projets funestes. Justement, ça ne prospère pas dans la zone de Ariel, Tongmaël, parce que c'est là-bas que les attaques sont multipliées ces derniers temps. Oui, parce que dans cette zone-là, le problème il est plus complexe. Ah oui. Parce qu'il s'agit tout simplement, nous sommes des élus, nous n'avons pas à aborder un certain nombre de choses qui peuvent être sujets aux populations. Okay. C'est la mise en cause d'un ordre social établi qui est revendiqué et certaines populations sont manipulées, surtout la frange jeune. Il y a aussi le désœuvrement. Le plan d'urgence Sahel permettra de répondre à plusieurs de ces questions-là. Ok. Alors, on aura voulu rebondir sur la question. Par rapport même au système dont vous parlez, et ça, c'est un problème qui est différemment apprécié d'une zone à l'autre. Comme l'honorable vient de le dire, c'est vrai que c'est un problème culturel, il y a des zones qui ne le connaissent pas. Mais je pense qu'il fut un temps où on a parlé de police de proximité. Je pense que tout ça, c'était pour renforcer le système de renseignement. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir combattre ces terroristes-là, il faut avoir le renseignement. Le renseignement, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, comment les organiser pour qu'ils puissent s'impliquer? Parce que souvent, avec les débordements qu'on connaît au niveau des Kolwego aussi, c'est pas évident. C'est pas évident que... Mais travailler à ce que tout le monde, tous les citoyens s'impliquent dans le renseignement. C'est-à-dire, cela se traduit sur le terrain par quoi? C'est-à-dire, quand tout le monde voit, on est dans une société où on se connaît, mais si on voit un corps étranger, qu'on estime qu'il a des attitudes pas normales, on est appelé à le signaler. Je pense que là, c'est organiser tous les citoyens à s'impliquer à travers la sensibilisation pour qu'on puisse faire face à ce problème-là. Finalement, est-ce que le programme d'urgence pour le Sahel est une réponse? C'est une grosse enveloppe, mais 455 milliards de francs CFA. Oui, 455 milliards de francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est insuffisant. Parce que, vous voyez, pour moi, la conception même de ce programme d'urgence, tel qu'il a été monté, à mon avis, il a été fait dans la précipitation. Parce qu'on a eu affaire à un problème conjoncturel, alors que non, le problème du terrorisme, c'est beaucoup plus un problème structurel. Et pour pouvoir faire face à ça, la manière dont ce programme d'urgence du Sahel a été monté, c'est pas évident. Est-ce que les populations à la base ont été impliquées? Et vous voyez même comment sa mise en œuvre piétine. C'est pas évident que ce programme-là, à lui seul, puisse résoudre le problème. Et quand on regarde, quand on voit plus loin, ce n'est plus le Sahel seulement. La dernière attaque, c'est à quelques 30 au nord, sur Yatenga, qui ne fait pas partie du Sahel. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit le problème globalement. Et par rapport à ça, quand le Burkina a son programme d'urgence, qu'est-ce que le Niger fait? Qu'est-ce que le Mali fait? Parce que si nous créons les conditions qui permettent d'endiguer le problème au niveau de nos frontières, si de l'autre côté,
et des autres côtés, du Mali, du côté du Mali ou bien du Niger, rien n'est fait, je pense qu'on sera toujours confronté à ces problèmes. Répondre à cette question, honorable. Absolument. Il y a le G5 Sahel qui répond à cette question. Et il y a également aussi l'autre organisation qui n'est pas à négliger, qui est le Liptako Gourmand, qui concerne 3 pays, qui fait également un bon travail. Je vais rebondir à ce que l'honorable vient de dire. Je ne pense pas que le plan d'urgence Sahel n'a pas été monté dans la précipitation. Et pourtant, non. Et pourtant. Parce que... Est-ce que l'urgence de la situation n'a pas commandé un peu la précipitation de ce plan d'urgence-là? Non, qui dit précipitation dit que le travail est mal fait. Okay. Parce que trouver 455 milliards, ça ne se trouve pas sur les sabots d'une vache. Mais c'est justement, c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que quand on revient au problème de moyens, moi je pense qu'on a beaucoup plus même un problème de gouvernance même par rapport à la gestion de la lutte contre les... des ressources. Parce que parlons des ressources. Les ressources, c'est quoi? Il y a les ressources humaines qu'il faut avoir, il y a le matériel et il y a le financier. Mais quand on parle de ressources comme ça, il y a ce qu'on a. Comment ne pas utiliser ce qu'on a là pour pouvoir contrecarrer le problème en attendant de voir où on va mettre le pied. Parce que, à ce que je sache, il faut qu'il y ait... Moi, je sais que... Alors, dernière question, peut-être à prendre un peu par le temps. Au niveau de l'Assemblée, nous en sommes où avec la proposition du ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, de cotiser justement pour l'effort de guerre? C'était une proposition du ministre de la Sécurité intérieure. Honorable, on peut mettre des répondre très rapidement. Ok, non mais je crois qu'on n'en est pas encore là. Okay. Oui, franchement, je pense qu'on n'en est pas encore là. Parce qu'avec la loi de programmation militaire, il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées. Et je ne pense pas qu'on puisse... Non. Parlant du ministre de la Sécurité, M. Tranquillos, il faut dire que ce qu'on peut dire, si effort de guerre il y a, je pense que ça concerne tout le monde. Et les députés ne seront pas mis de côté. Peut-être que si ça doit venir, ben chacun apportera sa petite pierre pour que cela puisse avoir lieu. Mais ce qu'il faut dire, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des problèmes de gouvernance par rapport à la gestion de cette crise-là. Ok, merci honorable Bazier. C'est la fin de cette émission. On va se laisser avec une citation du président du Faso lors de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Il disait, je cite, « Le terrorisme est aussi et surtout un fléau global parce qu'il frappe sans discrimination. Il appelle une condamnation claire et ferme de tous et une réponse collective efficace faite de solidarité et de mutualisation de nos efforts et de nos moyens. » Cité Roch Christian Caboret. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.